qui nous rassemble aujourd'hui, c'est cette grande nouveauté, le modèle O1 d'OpenAI, donc qui était connu sous le nom de code Strawberry. Et ce qui va changer, enfin ce qui est en train de changer, c'est qu'avant, les LLM ne pouvaient pas raisonner. Donc lorsqu'on leur pose une question, elles vont répondre très rapidement à cette question basée sur l'apprentissage qu'elles ont fait sur les milliards de données. Aujourd'hui, ce qui change, c'est le raisonnement, c'est cette capacité, ou bien c'est le de s'approcher à cette capacité de raisonnement. Donc, c'est le grand changement dans ce nouveau modèle qui porte un nouveau nom, O1. Donc, ce n'est plus GPT, mais O1. Alors, le modèle, il utilise une méthode qui est le chain of thought, c'est-à-dire qu'il va faire un enchaînement de raisonnement pour pouvoir résoudre un problème. Donc, lorsqu'on va lui donner une problématique, il va essayer de la découper en petites problématiques. Donc, une grande problématique, il va la découper en petites problématiques pour pouvoir faire une chaîne de raisonnement et répondre à une question. Alors, il y a une précision améliorée et moins d'hallucinations par rapport aux autres modèles. C'est ce qu'on va essayer de tester. Ça surpasse GPT-4o dans des concours mathématiques, donc c'est normal puisque les mathématiques nécessitent de faire du raisonnement. Et c'est un peu plus coûteux pour ceux qui cherchent à développer des applications avec O1. C'est un peu plus coûteux que GPT-4o, donc c'est $15 par million de tokens en entrée, $60 par million de tokens en sortie, sachant qu'un million de tokens, c'est à peu près 2500 pages. Bon, pour une utilisation, c'est-à-dire si on fait une application individuelle, ça reste tout de même bien intéressant. Par contre, si c'est une application entreprise, ça commence à coûter. Bien sûr, nous, dans notre cas, on va l'utiliser dans le cas de ChatGPT pour pouvoir l'expérimenter. Et sachez que c'est limité à 30 messages par semaine pour le moment, pour ce nouveau modèle. Pour le modèle O1 Preview et pour le modèle O1 Mini, c'est limité à 50 messages par semaine. Donc, c'est encore frais, c'est encore nouveau et c'est limité comme à chaque fois qu'on a eu l'habitude avec OpenAI. Chaque fois qu'ils sortent un modèle, c'est limité jusqu'à ce qu'ils montent un petit peu en charge, puis ils permettent plus de liberté pour pouvoir expérimenter. Alors, ce qu'on dit de ce modèle, c'est que c'est un PhD level, c'est-à-dire c'est comme si on avait dans notre poche un doctorant, un assistant doctorant, donc qui résout aussi bien des problématiques de maths, de physique, de biologie, à des degrés beaucoup plus intéressants qu'avec GPT-4. Donc, on voit que même dans des tests, ça dépasse très, très largement, comme le test de physique, par exemple, ça dépasse très largement GPT-4o, l'ancien modèle le modèle précédent d'OpenAI. Alors, comment ça fonctionne concrètement, le modèle? Ça fonctionne donc avant, avec GPT-4o, on avait le Refinement Learning by Human Feedback, c'est-à-dire on fait un prompt, le modèle nous répond. Une fois qu'on a une réponse, on a le reward, c'est-à-dire on dit au modèle, OK, très bien, c'était la bonne réponse. Des fois, on le dit nous-mêmes en faisant un pouce. Des fois, c'est juste nos réponses. Quand on dit OK, très bien, ou là, quand on continue, le modèle comprend que c'est la bonne réponse. Aujourd'hui, ce qui change, c'est que lorsqu'on va faire un prompt, le modèle va prendre plus de temps pour nous répondre. Il va réfléchir, c'est-à-dire lorsqu'on va lui dire, par exemple, je veux remplir un seau de 3 mètres, par exemple, sur 3 mètres, avec des billes de 2 mm sur 2 mm, par exemple, il va prendre plus de temps pour pouvoir calculer, pour pouvoir décomposer le problème, comme ferait un humain, avant de pouvoir répondre. Et bien sûr, encore une fois, il y a aussi le human feedback, c'est-à-dire quand la réponse est bonne, ce modèle va encore plus s'améliorer. On peut utiliser justement HTML et JavaScript. Maintenant, donner nos prompts à ChatGPT. Voilà. Notre programme vient de raisonner qu'est-ce que je veux, de Craftsman and Sneak Game, etc. Elle va nous donner le script après un raisonnement. Donc, on voit que GPT, ce nouveau modèle, il est en train de raisonner étape par étape avant de nous donner la réponse. Donc, il a fait une réflexion de 21 secondes avant de nous donner une réponse. Voilà. Et pour le lancer, c'est simple. C'est seulement de cliquer Entrée pour démarrer. Et voilà notre Snake Game. Impressionnant. Donc, bon, ça, c'était un exemple simple. Donc, on a vu un peu comment O1 raisonne. Lorsqu'on utilise O1, ce n'est plus nécessaire de spécifier les étapes, c'est-à-dire avec le prompting étape par étape, voici ce que tu dois faire en premier, en second, etc.
Ce n'est plus nécessaire. Maintenant, c'est O1 qui va décider comment il va décomposer le problème. De tester un peu différents outils, différentes problématiques avec les deux modèles. Donc ici, par exemple, on va mettre le 4O à gauche. Et là, on va choisir le O1 Preview. Comme ça, on a deux interfaces en même temps qu'on peut tester avec le même prompt. Donc ici, c'est la question du fermier avec un bateau et one ship. Donc l'objectif, c'est de passer de l'autre côté de la rivière et le bateau, il a tout simplement deux places, place pour l'humain et place pour le mouton. Donc, est-ce qu'il va raisonner quel nombre d'allers-retours il devrait faire pour atteindre l'autre côté avec son mouton, sachant que là, la réponse, elle est simple. La réponse, c'est un seul voyage. Donc, puisque le bateau, il accepte deux places, la personne et le mouton, il suffit de faire un seul voyage. Donc ici, pareil, normalement, il devrait répondre à cette question, mais il répond de façon directe. Alors, ça, c'est intéressant. The farmer and the sheep both get into the boat. The farmer rows across the river with the sheep. Voilà, direct, problème résolu. On va voir en termes de réflexion ce qu'il va faire le 4O. OK, donc il essaie de comprendre le puzzle, le scénario. Il évalue le problème. Donc, il a pris beaucoup de temps de réflexion par rapport à un problème qui est plus ou moins simple. Et c'est ça aussi, quelque part, le problème de ce modèle. Même s'il est performant, il n'est pas très consistant non plus. Vraiment, comment à chaque fois on explique la différence entre les deux modèles, c'est comme deux étudiants. Le 4O, c'est un étudiant qui apprend, il apprend texte. Donc, il peut apprendre les mathématiques, mais il va apprendre les solutions. Mais si vous changez un petit peu les données, il ne va pas savoir raisonner pour arriver au même enchaînement. Par contre, le O1, c'est un modèle qui raisonne. Là, on va demander au modèle 4O de décrire quelque chose qui n'existe pas encore. Alors, on lui demande de décrire ici Stable Diffusion 5, qui n'existe pas encore au jour d'aujourd'hui, on n'en est pas encore là. Donc, généralement, ces modèles hallucinent parce qu'ils sont configurés pour répondre à nos questions. Donc, ils commencent à inventer des choses. Et donc, on va voir aujourd'hui, est-ce que c'est toujours le cas dans le 4O? Donc, OK. Is the latest iteration of advanced text-to-image generation, ce qui n'est pas vrai, parce que ça n'existe pas encore. Donc, c'est pas encore disponible. OK, donc il a commencé à inventer des choses ici. Donc, on va voir maintenant le modèle O1, est-ce qu'il va faire pareil ou bien est-ce qu'il va dire autre chose? On va réfléchir, OK. OK, donc là, il nous dit, as of my knowledge, cut off in October 2023. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Donc, ce knowledge base, il est arrêté à octobre 2023. Ce qui est bizarre, si vous vous rappelez un petit peu de ce qui s'est passé en octobre et novembre 2023, où une personne du board AI, du OpenAI avait démissionné parce qu'il a vu certaines choses. Je pense que c'est en relation avec ça. On ne sait rien, mais bon, je pense qu'on peut déduire ça. Mais en tout cas, il dit ici, Stable Diffusion 5 has not been released. Donc ça, c'est intéressant. Donc, on peut comprendre que ce modèle ne va pas trop halluciner. Il risque de faire des erreurs, il risque d'halluciner de temps en temps. Mais là, en tout cas, il a pris 11 secondes pour réfléchir à ce qu'on lui a posé comme question. Il a déduit que ce qu'on lui a demandé, ça n'existe pas encore dans la réalité, donc on ne peut pas le décrire, mais on peut, sur la base de ce qu'on a vu déjà, par exemple, à Stable Diffusion, on peut déduire une certaine définition. On va voir un peu dans le cadre de création d'entreprise. Alors ici, je vais demander aux deux modèles de créer un business plan pour une nouvelle marque de t-shirt avec le nom et le slogan Think Before You Speak, avec un budget de, on va dire, 2000 dirhams. D'accord? Bon, 2000 dirhams, c'est un peu lourd. On peut dire, par exemple, 20 000 dirhams. D'accord? Donc, on pose la question. Alors, est-ce qu'il va comprendre qu'est-ce qui fait un bon business plan ou pas? Donc, il a commencé avec l'executive summary. OK, c'est bien. Les objectifs, l'étude de marché, stratégie de produit. OK. Ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il inclut comme élément dans la réponse. Pas vraiment la réponse elle-même, mais en tout cas, il a compris plus ou moins de façon très large ce que c'est un business plan et ce que constitue
un business plan. Donc, stratégie de distribution. Le budget, on avait 1000 dirhams. Donc, il a fait une distribution entre la production, marketing, le site web, l'emballage, les imprévus et stocks supplémentaires et marge pour réinvestissement. Des prévisions financières, OK, et une conclusion. Très straightforward, des informations correctes, pas mal, mais est-ce que c'est suffisant? Alors, est-ce que le O1, il va faire une proposition plus exhaustive et un business plan en bonne et due forme et non pas juste un draft d'un business plan? OK, élaborer un plan, émergence sur le marché, création de promotions, OK. OK, donc déjà, en termes de mise en page, c'est un peu différent. OK, donc plan d'affaires pour la marque de t-shirt, Think Before You Speak, résumé exécutif, description de l'entreprise qu'on ne retrouve pas ici. OK, dans un business plan, on devrait quand même avoir la description d'entreprise, l'analyse du marché, OK, les tendances du marché. Là, on n'a pas forcément parlé des tendances. Concurrence. Si, on en parlait des tendances ici. OK. La concurrence, avantages concurrentiels, organisation et gestion, produits et services, stratégie de marketing et vente. Donc là, stratégie de produits, plan marketing. OK. Donc il a quand même pu reprendre plus ou moins les mêmes postes. Mais là, il a fait une distribution financière, OK, achat des t-shirts, le marketing, etc. Prévision de vente, OK, il nous a donné des prévisions. Stratégie de réinvestissement, calendrier des mises en œuvre, OK. En tout cas, moi, je pense que le modèle, le O1, il a pu quand même donner des réponses qui sont plus poussées par rapport au modèle 4O en termes de structure. Mais tout ça, où est-ce qu'il va nous mener? Alors, pourquoi OpenAI va dans ce sens de chain of thought? Pourquoi un modèle qui résonne et qu'est-ce qui va venir par la suite? Alors, aujourd'hui, l'agent, donc on ne parle plus de chatbot déjà, on parle d'un agent. Un agent, c'est un agent qui, c'est-à-dire c'est une IA qui exécute des tâches. Et pour pouvoir exécuter des tâches, il est très important de pouvoir raisonner. Donc, si on demande, par exemple, à un agent IA de traiter une demande client directement sur notre CRM, on ne peut pas se fier à un LLM qui a appris les réponses sur le tas et qui va exécuter une tâche qui peut être la mauvaise tâche et avoir peut-être des répercussions sur notre CRM. Mais ce qui va venir par la suite, une fois que ces modèles qui résonnent vont être encore plus performants, on va aller plus vers des agents exécutants qui vont être plus performants, c'est-à-dire qu'ils vont choisir quelle est l'application qu'ils doivent exécuter, à quel modèle ils doivent faire appel, à quelles autres tâches il faut faire appel avant de résoudre le problème, parce que des fois, il va falloir exécuter une application, aller chercher une information sur Internet, exécuter peut-être un autre modèle plus performant sur une autre problématique avant de pouvoir répondre à une question. Donc, on sait tous dans le domaine qu'aujourd'hui, la voie, c'est les agents IA et aujourd'hui, c'est une première pierre vers ces agents IA encore plus élaborés et puissants. Et puis, on peut penser aussi à l'architecture multi-agent. Donc là, on va parler juste d'un agent. Mais lorsqu'on a de multiples agents, c'est-à-dire des agents, peut-être qu'un agent, il va être spécialisé dans le commercial, un autre agent va être spécialisé dans le financier. Donc, ce qui est différent, c'est l'apprentissage de chaque agent et aussi les applications auxquelles il a accès. Et donc, on peut avoir une architecture multi-agent collaborative pour pouvoir résoudre des problèmes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions pour avoir assisté avec nous dans ce live où on a pu mettre à l'épreuve les deux modèles. Donc, c'était l'équipe du Lab DI Crafters. Nous publions très souvent nos travaux sur la librairie des cas d'usage. Donc, vous pouvez scanner ce code QR et avoir accès à différents cas d'usage que nous avons développés. Et aussi, nous lançons une nouvelle newsletter pour pouvoir recevoir un cas d'usage par jour détaillé. Donc, on sait que personne n'a le temps aujourd'hui de suivre toutes ces évolutions rapides qui se font. Donc, vous pouvez, c'est 5 minutes par jour pour cette nouvelle newsletter qui s'appelle Digest. Et vous pouvez avoir un cas d'usage détaillé, savoir un petit peu une problématique de A à Z, comment pouvoir la résoudre.